Radio Paki. Voilà, nous sommes donc en direct, c'est Radio Paki. L'été, la radio, c'est un peu la plage à la maison. Nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2020, d'un été pas évident, faut bien l'admettre, d'un été un peu particulier. Il fait chaud dehors et depuis maintenant des mois, il fait froid dedans. Difficile de ne pas se câliner, s'embrasser, se bisouter, s'étreindre, quoi, avec toute cette maudite crise humanitaire qui nous a encerclés. Mais rien n'est encore réglé. Et pour que ça ne recommence pas, restons prudents, tenons bon et restons patientes. La route est encore longue, mais un long chemin a d'ores et déjà été parcouru. Alors, pour que l'on enterre le virus et pas nos pères, protégeons les autres avec un masque et protégeons-nous, nous, en gardant nos distances et entière confiance en la science et la médecine. Ce soir, nous trouvons 3 rubriques au programme, 3 rubriques et leurs autrices, dont la première, Marine, va nous proposer les chemins du sommeil. Marine, veux-tu nous dire quelques mots de ce qui va suivre ? Alors ce soir, on va partir dans un conte tzigane qui s'appelle L'Orpheline. Très bien, très bien. Chronique ensuite de Chine par Caro. Alors Caro, de quels aspects, de quelle époque ou de quelle géographie vas-tu nous faire le récit ? Alors en fait, je vais lire une interview qui a été menée avec la sinologue Han Chang. Donc je vais faire un résumé en quelques lignes des débuts de l'histoire chinoise et puis ensuite je vais lire l'entretien avec Han Chang. D'accord. Très bien, très bien. Et pour finir, eh bien, ce sera l'entretien avec Séverine Pochelon, qui est la responsable des ludobus Ville de Genève, dont les opérations ont commencé la semaine passée déjà au Parc des Crepettes, et dont les usages se sont adaptés pour offrir aux enfants, qu'ils soient petits ou grands, un été de jeu inconditionnellement. Donc on verra les horaires, les lieux et les manières de faire pour profiter du ludobus tout cet été. Voilà pour ce soir. Alors peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, nous pourrions rappeler qui sommes-nous à Radio Paki et qu'est-ce qu'on fait là. On peut dire en quelques mots que Radio Paki est né du confinement pour briser l'isolement et activer la solidarité pour, par et avec les habitantes des Paki et les voisines intergalactiques. Radio Paki relie et relève les initiatives de chacune qui le souhaite, individuellement et collectivement, et donne l'occasion de se parler, d'échanger, de se solidariser inconditionnellement. Bienvenue à toutes et à tous qui souhaiteraient intervenir sous toutes les formes que prendra ton imagination. Pour nous contacter, rien de plus facile. On passe par les réseaux sociaux, alors Facebook, la page Radio Paki et la page Info Paki. Le canal YouTube, c'est Radio Paki. Et puis le mail suivant, infopaki@gmail.com, info au pluriel. Rien de plus facile. Marine, Caro, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Que c'est une super radio et qu'il faut nous écouter, il faut diffuser. Les mamans, les parents qui ont envie d'écouter des contes pour endormir leurs enfants, c'est un moment agréable où on peut se poser avec les enfants. On a juste à écouter les podcasts à l'heure que vous voulez, pour la sieste, pour la nuit. Et c'est des petits moments qu'il faut vraiment partager ensemble. Et Radio Paki, on est là pour vous. Ouais, absolument. Caro, tu confirmes ? Je confirme, très bien. Très bien, très bien. Alors, je vous propose que l'on commence avec la première rubrique, qui est donc les chemins du sommeil par Marine. Marine, est-ce qu'on commence avec la chanson que tu as proposée ? Oui, Over the Rainbow. Allez, on y va et on se retrouve juste derrière avec, eh bien, tu prendras la parole directement. dreams that you
true. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh why can't I? Alors, c'est parti. Ce soir, je vous propose L'Orpheline. C'est un conte tzigane. C'est un peu un mélange de Cendrillon et l'histoire avec le haricot magique. Alors, c'est parti. L'Orpheline. Il était une fois un gadjo et une gadji. Ils avaient 3 filles. L'aînée était d'un premier mariage. Sa belle-mère ne l'aimait pas et lui demandait de faire les travaux les plus difficiles. Mais l'orpheline les accomplissait toujours bien. Et la belle-mère en était plus irritée encore. Elle est tellement belle et habile que mes filles grandissent auprès d'elle. Elles ne trouveront jamais de mari, pensa-t-elle. Elles seront près d'elle comme les étoiles près de la lune. Comme celle-ci apparaît dans tout son éclat, les étoiles pâlissent. Mais comme elle était très avare, elle ne voulait pas se priver d'une telle servante. Ainsi les 3 filles grandirent-elles ensemble. Plusieurs prétendants se présentèrent à leurs parents, mais les choses n'allèrent jamais jusqu'aux noces. La belle-mère parait ses filles des plus beaux atouts, tandis que Zarina, l'orpheline, servait à table dans les vieux habits qui ne lui allaient pas du tout. Malgré cela, les yeux des hommes ne s'attachaient qu'à elle. Les invités partis. La belle-mère se jetait sur Zarina et soulageait son cœur en la battant. Elle en arrivait à la haïr, à tel point qu'elle la donna à sa sœur. Celle-ci était sorcière. Dès le premier soir, elle la conduisit devant un grand four rempli de cendres. Elle y jeta 2 seaux de haricots, les mélangea à la cendre et commanda à Zarina « Je veux que tu les en retires un par un d'ici demain matin. Sinon, c'est toi que je ferai cuire. » À ce moment, la jeune fille de la sorcière passa et dit en riant « Ici, tu ne manqueras pas de travail. » Sitôt que les sorcières eurent le dos tourné, la jeune fille se mit à l'ouvrage. Mais comment faire? Si au moins elle m'avait donné un tamis ou de l'eau, pensa la jeune fille en pleurant. Tout à coup, fenêtres et portes s'ouvrirent, et plusieurs centaines d'oiseaux pénétrèrent dans la cuisine et l'emplirent. Mon Dieu, pourvu que la sorcière ne les entende pas, car elle les chasserait. Mais ses ronflements et ceux de son amant faisaient trembler la maison. En quelques 2 heures, les oiseaux sortirent tous les haricots de la cendre. L'orpheline la balaya et la repoussa dans le four, remercia les oiseaux qui s'envolèrent en chantant. Zarina se coucha là, à même le sol, et s'endormit.
Elle ne se réveilla que lorsque le soleil lui chatouilla les paupières et les narines. Quel miracle! Elle aperçut un plant de haricots géants, gros comme un vieux bouleau, dont les racines avaient percé le four et pénétré dans le sol. En entrant dans le four, elle vit que le haricot s'élevait à perte de vue. Peut-être pourrais-je monter jusqu'au ciel. Pourquoi ne pas essayer? Et l'orpheline, jetant tout ce qu'elle avait sur elle, pour ne garder qu'une légère jupe, grimpa d'une branche à l'autre, jusqu'à ce qu'elle arrivât au-dessus des nuages. Et qui trouva-t-elle? Un petit vieux qui dormait près de sa maison délabrée. « Ma petite fille, gémit-il, je suis malade. Voici plusieurs jours que je suis malade. Mais personne ne s'occupe de moi, ni pour me laver, ni pour me nourrir. Je suis perdu. Moi, pauvre malheureux. »« Mon petit père, répondit Zalina, je te donnerais volontiers à manger, mais je suis moi-même affamée. Veux-tu que je te lave? Cela c'est possible. Si tu pouvais me faire chauffer un bain. »« Oui, attends un peu. » Et elle se précipita vers le sauna, lequel fut prêt en peu de temps. Quand elle accourut joyeusement, le vieillard lui dit « Tire-moi dedans par le pied. »« Quelle idée, grand-père, je te porterai dans mes bras. » Elle le prit dans ses bras comme un enfant, le porta dans le sauna, le lava, l'essuya, courut à la maison chercher du linge, l'habilla, puis l'installa dans son lit. Regardant de tous côtés, elle finit par trouver des pommes de terre, du lard, de la choucroute. Elle prépara un bon repas, et tous les deux mangèrent à leur faim. Enfin, elle s'allongea par terre, près du lit du vieillard, et s'endormit. Combien de temps dura son sommeil, elle ne le sut pas. Toujours est-il que lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvera fraîche et disposée, couchée sur un lit de fougères et d'herbes fraîchement coupées. Au-dessus d'elle, les oiseaux chantaient. Elle se trouvait dans la forêt, non loin de la maison de la sorcière. C'était si doux qu'elle n'avait nulle envie de se lever. Mais Zarina se souvint de la sorcière et se mit à trembler. Elle se leva, mais un objet attaché à son épaule la tira vers le sol. Elle tâta. C'était un sac contenant quelque chose de dur. Elle le fit glisser et l'ouvrit. Elle n'en croyait pas ses yeux. Il était plein d'or. Sur le champ, et sans réfléchir, elle courut à la maison de la belle-mère. Déjà, elle était sortie de la forêt lorsque, s'arrêtant haletante, elle s'écria « Mon Dieu, c'était toi-même ce petit vieux. Je te remercie. Lorsque ma mère et mes sœurs verront combien tu es bon, elles deviendront plus gentilles pour toi. Je te remercie 1000 fois. » Elle se remit à courir. Elle arriva chez elle tard dans la soirée. Une fois rentrée dans la maison, elle vit sa belle-mère avec ses filles et la sorcière. Celle-ci, l'apercevant, hennit. « Ah! Tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas m'échapper? Ne me grondez pas à regarder ce que je vous ai rapporté. » Et l'orpheline posa le sac sur la table et l'ouvrit. L'or roula, étincela, et tout autour, les yeux s'agrandirent et dansèrent. La sorcière s'élança dehors. La belle-mère la rappela. « Pourquoi t'enfuis-tu, ma sœur? Prends-en un peu pour toi. »« Je n'en ai pas besoin de ta belle-fille et de ton argent, » cria la sorcière en colère. Et elle s'envola vers chez elle. De loin, elle cria à sa fille. « Grimpe sur le haricot, vite !» Zarina a rapporté de là-haut tout un sac d'or. Vite! Sa fille, ayant entendu parler d'or, prit un petit sac et se mit à grimper sur le haricot géant. Bientôt, elle fut en haut. Devant elle, une petite maison et un vieil homme, sale et malade. Plus loin, le bain. Où peut-on trouver de l'or ici? Ma mère a-t-elle perdu la raison? Et la jeune sorcière, sourde aux gémissements et aux prières du vieillard, se mit à chercher dans la maison et dans le bain. Mais que peut-on trouver dans une pareille pauvreté? Elle cracha avec colère et déjà s'apprêtait à redescendre lorsque son cerveau fut traversé par une pensée. Le vieux doit savoir. Interrogeons-le. Hésitante, elle se plaça devant lui et dit d'un ton mielleux. « Ma cousine est venue ici et a rapporté beaucoup d'or.
Penses-tu qu'elle a tout pris ? Ma petite fille, je suis malade, très malade, gémit le vieil homme. Ah, si tu voulais seulement me laver et me donner à manger, peut-être en trouverais-tu pour toi aussi. La sorcière, les yeux brillants, le questionna. Est-ce qu'il en reste beaucoup ? Tellement que tu ne pourrais pas l'emporter. Où ? Lave-moi un peu d'abord, on verra après. La sorcière se demandait si elle ne ferait pas mieux de le battre pour lui arracher plus rapidement son secret. Et si je te tue ? Et si je le tue ? Regarde, à peine il respire. De la douceur, ma fille, de la douceur. Et elle dit au vieux, « Comment veux-tu que je te lave ? Chauffe le bain et tire-moi dedans par le pied. » La sorcière chauffa le bain et y tira le vieillard. Elle le déshabilla, versa sur son dos de l'eau tantôt brûlante, tantôt froide, l'attrapa par le pied et le ramena dans la maison. Dans sa maison. Elle trouva un morceau de pain, le lui mit dans la main et demanda « Où est l'or ?» « Dans le grenier. » Elle y grimpa et vit un monceau d'or. Elle en remplit son sac à tel point qu'à peine pouvait-elle le porter, et sans même dire merci au vieillard, elle se mit à redescendre. Mais brusquement, au-dessus de sa tête, le vent ramassa les nuages, et le jour en fut assombri. Éclairs, coups de tonnerre et pluie d'orage. L'arbre se coupa, craqua, se brisa, et tout se transforma en feu. Arbre, sorcière et sac d'or. Ce feu atteignit la maison où la sorcière attendait sa fille. Le tout traversa la terre. Tomba et parvint en enfer. La sœur de la sorcière, arrivant, ne trouva plus qu'un tas de cendres, là où était autrefois la maison. Et elle comprit. Les premiers mois, Zarina a vécu un peu mieux. Elle portait maintenant des habits presque convenables. Plus tard, ils oublièrent que cet or appartenait à l'orpheline, et on ne lui donna plus que le reste des repas. Ses sœurs étaient parées comme des reines. On construisit une maison où Zarina devait travailler davantage encore. Désormais, ces paysans devenus riches allaient au bal, recevaient et donnaient de grandes soirées chez eux. Devant la beauté de Zarina, le cœur de la belle-mère éclatait toujours d'envie. C'est pourquoi, malgré son avarice, elle prit une autre servante, et pendant toutes les réceptions, l'orpheline devait se tenir dans la cuisine. Un jour, le duc de Stanga donna un grand bal dans ses salons. Il invita plusieurs seigneurs et aussi nos paysans. Il leur devait une grosse somme, le père de Zarina prêtant avec intérêt. L'orpheline voulait aussi y aller pour danser avec le fils du duc, mais comment s'y rendre ? Elle n'avait rien d'autre que de vieux et de très vieux habits. Que faire ? Elle demanda en secret à sa sœur cadette une robe quelconque. Celle-ci d'abord rit méchamment, puis « Je veux bien, mais que dira notre mère ? Tu la connais. » À ces mots, elle courut chez sa sœur. Zarina entendit leur rire et soupira profondément. Comme ses filles sont sans cœur. Elle partit tout droit devant elle en pleurant et se trouva à l'endroit même où elle s'était réveillée avec son sac d'or. Elle se coucha sur le même foin devenu sec et s'endormit. « J'ai été bien sotte de retourner chez eux, pensa-t-elle avant de s'endormir. Comme dans un rêve, elle sentit une main caresser ses cheveux. Elle ouvrit les yeux et aperçut le petit vieux, mais paré comme un seigneur. Elle s'assit et lui dit « Grand-père, comme tu es beau !» Et elle lui embrassa la main. Zarina était tellement ravie qu'elle en oublia le bal. Le vieil homme « Alors, tu voudrais bien aller à ta soirée ? Si tu étais toujours avec moi, je ne voudrais aller nulle part, je ne désirerais rien. Un jour viendra où tu vivras avec moi. Maintenant, reste encore un peu sur la terre. Va à ton bal. Avec ces habits, dit-elle en riant, ne t'inquiète pas, prends cette fougère et mets-la sur tes épaules. Elle le fit, et celle-ci se transforma en une robe de soie magnifique. Va, apporte-moi des écorces de bouleau. Elle les apporta, et elles devinrent
un manteau blanc. Fais-moi une couronne de fleurs. Elle la fit. Le vieil homme la coiffa, et ce fut un diadème de pierres précieuses qui étincelait sur le front. Il coupa 2 petites branches de sapin, qu'il jeta par terre, et voilà de jolis souliers. Il toucha d'une chiquenaude à un pin, d'où des perles d'ambre se répandirent. Il saisit une herbe qui devient fil. L'orpheline y enfila les perles et les mit à son cou. Il arracha 2 feuilles de chêne, les posa sur les mains de Zarina, et elles se transformèrent en gants blancs. D'une feuille d'aulne, il fit un sac, et il transforma 2 poignées de gravier en pierres précieuses. 2 gouttes de rosée ajustées à ses oreilles devinrent d'étincelantes boucles d'oreilles. Il toucha le bouleau qui se fit miroir. La jeune fille s'y regarda et son cœur sauta de joie. Maintenant, elle était si belle. Le vieux appela et voici qu'un jeune homme aux cheveux d'or sortit du bois, conduisant 4 pur sang attelés à une somptueuse voiture. « Va t'asseoir, ma petite, dit le vieil homme. » Mais auparavant, elle tomba à ses pieds et le remercia. Le bal était déjà avancé, lorsque tout à coup, on entendit les sonnettes, et Zarina arriva à vive allure dans la cour. Tous les laquais s'inclinèrent très bas. Lorsqu'elle entra au salon, la danse s'interrompit, et tous les yeux se fixèrent sur elle. Stanga et son fils, Saster, la conduisirent à la place d'honneur. « Pourquoi avez-vous arrêté de danser ? Je voulais tant danser. Musique !» commanda Stanga. Puis son fils donna la main à la jeune fille. Elle dansa légère comme une brise. Ses sœurs brûlaient d'envie et d'admiration. « Me reconnais-tu » demanda Zarina à Saster. « Oui, répondit le tzigane, je t'ai vu dans un rêve. Peut-être. Tu as la mémoire courte. Je te demande pardon, mais je n'ose pas. Dis-le. Bon, tu ressembles à la sœur, dit-il en montrant les 2 paysannes. Mais c'est une orpheline opprimée et brimée. Est-elle belle ? Très. Avant toi, je n'ai jamais vu pareille beauté. Alors tu ne la prends pas pour épouse parce qu'elle est pauvre ? J'en ai parlé à mon père, qui ne veut rien entendre. Mais l'année ne s'écoulera pas sans que nous n'ayons fui ensemble. Tu peux la voir à moins de peine. Ton père ne te la refusera pas. Cette orpheline, c'est moi. Le visage de Saster rayonna de joie. Il demanda à son père d'épouser Zarina. Il le lui permit. Ce fut une grande noce où l'on convia tous les habitants de la contrée riche et pauvre. Ils mangèrent et burent pendant 2 semaines. Zarina, devenue grande dame, pardonna à ses sœurs, venues la supplier à genoux. Toute sa vie, elle fut la mère des pauvres. Encore aujourd'hui, on parle d'elle et on se souvient de son bon cœur. Raconté par ma grande-tante, Mada, la femme d'Inia. J'espère que ça vous a plu et Will, tu peux nous passer la deuxième chanson ?
hablan de amores y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como besos y volaremos alto, donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Lift every voice and sing till earth and heaven ring with the harmonies of liberty. Let our rejoicing rise high as the listening skies. Let it resound loud as the rolling sea. Sing a song full of the faith that the dark past has taught us. Sing a song full of the hope that the present has brought us, facing the rising sun of our new day begun. Let us march on till victory. Let us march on till victory. Let us march on till victory is won. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup, de nouveau, vous emmener en direction de la Chine. Durant cette rubrique, je vais commencer par évoquer brièvement quelques points sur l'histoire chinoise, parfois des informations que nous avons déjà vues précédemment.
Après, nous pourrions lire ensemble une interview publiée dans le magazine Sciences Humaines, une interview avec la sinologue Han Chang. Pour les quelques points qui suivent, je me suis appuyée sur le livre de Angelina Boulotier. L'histoire de la Chine aurait commencé il y a plus de 5000 ans en arrière, mais les chiffres sont controversés et les découvertes archéologiques ne sont pas venues, jusqu'à présent, corroborer cette existence précoce. Mais l'expression « 5000 ans d'histoire et de civilisation chinoise » revient souvent dans les discours officiels. La première dynastie en Chine serait celle des Xia, qui dure de 2205 à 1767, mais ces dates ne sont pas certaines. La dynastie suivante, celle des Shang, ne souffre quant à elle d'aucune ambiguïté, ni archéologique ni historique. On vous doit à la dynastie des Shang les plus anciennes traces d'écriture en Chine. Les Shang auraient régné de 1767 à 1045 avant Jésus-Christ. Puis la dynastie des Zhou. La dynastie des Zhou est la plus longue de l'histoire chinoise. Elle durera de 1045 à 256 avant Jésus-Christ. La dynastie des Zhou se divise en deux périodes distinctes. Celle des Zhou occidentaux, tout d'abord, qui correspond à un fort rayonnement de la dynastie, puis à partir de 771 avant Jésus-Christ, celle des Zhou orientaux, dont le pouvoir devient de plus en plus symbolique. Donc, vous avez les Zhou occidentaux, qui correspond à une période de rayonnement, et Zhou orientaux, où le pouvoir de l'Empire décline. Au crédit des Zhou, une invention dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, la bureaucratie centralisée. Donc la bureaucratie centralisée en Chine vient au moins aussi loin que les Zhou. La fin des Zhou est marquée par deux périodes historiques importantes. Celle des printemps et automnes, dès 771, et celle des royaumes combattants, à partir de 481. Au cours de la période des royaumes combattants, la dynastie des Zhou ne va cesser de s'affaiblir, et la Chine ne va cesser de se morceler en myriades de petites principautés. Confucius est né dans ce contexte-là, plus exactement en 551 avant Jésus-Christ. Durant sa vie, la dynastie des Zhou était perpétuellement en crise, et des myriades de royaumes hostiles les uns envers les autres se faisaient la guerre inlassablement. Donc à la fin des Zhou, la Chine est morcelée et les différentes populations souffrent de guerres incessantes. Confucius cherche des remèdes aux souffrances de son époque. Il aura un grand respect et aura beaucoup valorisé les rites des Zhou occidentaux. Le destin de la Chine bascule en 221 avant Jésus-Christ. En 221 avant notre ère, la Chine est unifiée par la force par le grand souverain Sishouangdi. L'ascension du royaume des Qin va marquer le destin de la Chine. Avec le souverain Sishouangdi, le territoire est unifié par les armes et devient un seul empire immense, puissant et centralisé. Sishouangdi dirige le pays d'une main de fer. Il va standardiser l'écriture, standardiser les poids et les mesures, les monnaies, puis la largeur des routes va aussi être unifiée dans tout l'empire. Le règne de Sishouangdi est loin d'être éclairé. Au contraire, teinté de fort autoritarisme qui conduira l'empereur à faire brûler des livres et des lettrés. On se souviendra de cet empereur comme un empereur cruel. La dynastie qui suit, c'est la dynastie des Han. La dynastie des Han dure 400 ans environ, donc de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Durant la dynastie des Han, le confucianisme va fleurir. Finalement, la dynastie des Han se désintègre. Il y aura une période de division où la Chine sera à nouveau morcelée, et cette période de désunion datera d'environ 180 après Jésus-Christ à 589 après Jésus-Christ. La chute officielle des Han date de l'année 220 après Jésus-Christ, l'année où l'empereur abdique et Cao Pi monte sur le trône. À la chute des Han, un retrait progressif de l'emprise des Han sur les lettrés a permis l'apparition d'un certain espace au sein de la société chinoise où le confucianisme a légèrement reculé et aussi bien les courants bouddhistes que taoïstes se réaffirment avec force. Le bouddhisme arrive en Chine avec plus d'intensité encore durant cette période de division. Le bouddhisme bouleversera les conceptions du monde prédominant sur cet immense territoire à cette époque. L'idée du karma, l'idée que nos actions d'aujourd'hui détermineraient notre prochaine vie, ou encore l'idée d'un cycle de renaissance continue prend racine fermement dans cet immense empire fracturé à cette époque-là.
Donc nous avons évoqué 3 courants, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Mais est-ce que c'est légitime de parler ainsi? N'est-ce pas trop réducteur? Maintenant, j'aimerais partager avec vous un article nommé Tradition chinoise, une histoire à revisiter. Dans cet article, le journaliste pose des questions à la sinologue Han Chang. Donc, qui est Han Chang? Sinologue et professeure au Collège de France, où elle occupe la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine. Han Chang a publié l'histoire de la pensée chinoise en 2014. Le journaliste va demander à Han Chang, selon vous, est-il pertinent de résumer la pensée chinoise traditionnelle en 3 grands courants, taoïsme, confucianisme et bouddhisme? Voici ce que répond Han Chang. Un de mes livres s'intitule Histoire de la pensée chinoise, mais ce titre a été voulu par l'éditeur et il n'est pas satisfaisant. Je préfère parler de pensée chinoise au pluriel. En tant qu'historienne, j'estime qu'il n'y a pas une Chine, mais des Chines. La Chine n'est pas un bloc homogène, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il est vrai qu'au XVIe siècle ont été identifiés 3 enseignements fondamentaux, celui de Confucius, celui du Bouddha et celui du Tao. C'est là, probablement, qu'il faut chercher l'origine de cette idée fréquente en Occident, celle que la pensée chinoise se résumerait à ces 3 courants. À cette époque, les missionnaires chrétiens, notamment les jésuites, voyageaient en Chine et importent ce schéma en Europe. Cette vision réductrice de la tradition chinoise a été ensuite insérée avec le développement du colonialisme dans un tableau général de religion du monde, au même titre par exemple que la tradition indienne fut par l'Occident comme l'hindouisme. Le bouddhisme a été considéré par l'Occident sur le modèle du christianisme, une doctrine dont l'enseignement se résume à celui d'un personnage comme Jésus-Christ. Mais en réalité, il se constitue de 2 courants, une religion d'État dans le nord et une branche intellectuelle et littéraire dans le sud. Le taoïsme est aussi une invention de l'Occident, attribuée à l'enseignement de Lao Tzu, où on ne sait pas si celui-ci a vraiment existé. Des sources très anciennes montrent une réflexion sur le Tao bien avant la date supposée de Lao Tzu, Dao de Jing, comme on l'appelle en Occident. Le Lao Tzu est un livre philosophique centré sur l'idée du non-agir qui comporte une dimension politique bien différente de l'idée occidentale que l'on en fait. Quant à l'autre grand texte, le Zhuangzi ou le Dao, est traité en notions philosophiques, il convient de le dissocier complètement du Lao Tzu, car on ne peut pas parler d'une école de Dao. Le taoïsme, en tant que mouvement religieux, est arrivé plus tard, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, lequel on voit à l'introduction du bouddhisme indien en Chine. Enfin, pour ce qui est du confucianisme, ce terme ne correspond à rien en chinois. Pour être plus exact, il faudrait parler de l'enseignement des lettrés chinois, dans lequel Confucius, bien qu'important historiquement, n'est qu'un maillon. Il n'est ni philosophe, ni le fondateur d'une religion, mais propose une conception éthique générale de l'homme. Voici ce que demande le journaliste Han Chang. Les inventeurs de l'ésotérisme en Occident, comme René Guénon, dans les années 1930, en France, n'ont-ils pas contribué à caricaturer la pensée chinoise? Voici ce que répond Han Chang. En effet, l'exotérisme, qui mélangeait de nombreuses traditions indiennes, chinoises, japonaises, s'est ensuite massifié avec l'avènement du New Age dans les années 1960. C'est un bon exemple de la façon dont l'Occident a été rejeté dans les aliyas radicales.
Dans ce qui est appelé les sagesses orientales, on a cru voir un point commun. Elles proposeraient un type de pensée non rationnelle, centré sur l'intuition directe du spirituel ou du divin. C'est une façon de nier la dimension philosophique de nombreux courants de pensée et, finalement, de prolonger la logique hégélienne, selon laquelle la philosophie, née chez les Grecs, est une exclusivité occidentale. Pourtant, au XVIIIe siècle, Voltaire, Leibniz voyaient la Chine comme une nation philosophique. En quelques décennies, à la fin de ce même siècle, la Chine se trouve mise au banc de l'Europe philosophique et présentée comme non rationnelle. Voici ce que demande le journaliste Han Chang. Pourquoi les Français ont-ils encore aujourd'hui en tête cette image épinale de la Chine et de sa sagesse orientale? Voici ce que dit Han Chang. Au XVIIIe siècle, on assiste à l'invention de l'Europe. Les nations européennes qui fabriquent un discours sur elles-mêmes en élaborant des identités nationales deviennent en même temps des nations colonisatrices. Elles imposent dès lors leur vision du monde. De leur point de vue, l'Orient est loin, mystérieux et insondable. 2 siècles plus tard, les représentations occidentales sur la Chine restent quasiment inchangées. La France a une relation privilégiée mais compliquée avec la Chine. Elle a été le premier pays occidental à s'y intéresser par l'intermédiaire des jésuites. Est la première nation européenne à établir une chaire d'études chinoises au Collège de France en 1814. Mais comme la France est une ancienne empire, l'intelligentsia française a conservé aujourd'hui quelque chose d'une mentalité impériale, avec un sentiment de centralité linguistique, culturelle, civilisationnelle. Elle voit la Chine comme un grand autre, qui n'est, somme toute, qu'une image inversée de la façon dont elle se voit. Voici ce que dit le journaliste. Du point de vue de l'histoire interne de la Chine, peut-on parler de continuité ou de rupture dans les pensées chinoises? Voici ce que répond Han Chang. Les pensées chinoises sont faites d'une série de ruptures, à tel point qu'un courant actuel d'historiens essaie d'écrire l'histoire de la Chine sans utiliser le mot Chine. Entre la Chine des Han et celle des Ming, la Chine mandchoue et la Chine mongole de Marco Polo, il n'y a aucun rapport, ni territorial ni culturel. Par ailleurs, la continuité dans la pensée chinoise est aujourd'hui revendiquée haut et fort par la République populaire de Chine. Pour obtenir la paix sociale, le régime actuel fait mine de s'inscrire dans une grande tradition plurimillénaire qui n'existe pas. En réalité, la Chine s'est volontairement coupée de la tradition pendant plus d'un siècle, dans le but d'accéder à la modernité occidentale. Dès le début du XXe siècle, un mouvement de laïcisation de la vie sociale, religieuse, intellectuelle a fait table rase du passé. La première tentative de réforme politique du régime impérial, qui a été un fiasco, date de 1898. Ce fut la porte ouverte à une succession de conflits. Révolution de 1911 et instauration du premier régime républicain, mouvement du 4 mai 1919 et révolution culturelle de 1966 à 1976. Sans parler de la guerre contre le Japon, suivie de la guerre civile et de la guerre de Corée. Tous ces événements ont eu pour effet de détruire la tradition. Aujourd'hui, toutefois, les études classiques se développent à nouveau depuis peu. Mais cela se fait difficilement car le catalogue et des bibliothèques et de nombreux manuscrits ont été détruits et la continuité dans la transmission du savoir a été interrompue à tel point que les étudiants chinois doivent partir aux États-Unis pour se former. Je viens de vous lire l'article « Tradition chinoise, une histoire à revisiter » qui est un entretien avec Han Chang. Han Chang qui est philosophe et sinologue et professeur au Collège de France. Cet entretien a été recueilli par Régis Méran et il est paru dans le magazine qui s'appelle Les grands dossiers de l'histoire et il a été paru en décembre 2018. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine fois.
dans les prés, parmi les arbres. Au coin du bois à l'orée de la forêt, les enfants pensent, parlent et nous racontent. Radio Centre Aéré, la voix des aventurières et des forestiers. Sur Radio Paki et libradio.org. Nous sommes le jeudi 9 juillet. Bonjour Séverine Pochelon, tu es la responsable des ludobus en ville de Genève. Alors pour commencer, voudrais-tu nous dire en quoi consiste ton travail et comment est-ce que tu t'es retrouvée à cette position-là? Alors, donc je suis personnellement une travailleuse sociale en fin de carrière, on va appeler ça comme ça, et j'ai été très très intéressée à me lancer dans le pilotage de ce projet que je trouve absolument génial. C'est pour moi plus un projet qu'un travail, donc j'y suis depuis maintenant, on fait cette année la 8e saison. On verra plus tard qu'il y a une saison toute particulière, mais c'est la 8e. D'accord. Et alors voilà, ce travail-là, voudrais-tu nous le décrire en quelques mots? Alors, c'est un travail assez dynamique, puisque donc on a 2 ludobus qui tournent pendant la saison d'été, mais quand même de début mai à fin septembre, et qu'on a déjà fait un projet pilote l'hiver dernier, qui sera sûrement reconduit, de fin octobre aux vacances de Pâques. On est allé les mercredis dans 2 écoles en alternance, Hugo Zwenger et Geisendorf, et que là, ça a aussi rencontré un vif succès. Les gens étaient vraiment partants de mettre leur doudoune pour continuer à jouer dehors, même en plein hiver. On avait quand même des salles pour se replier en cas de vraiment trop mauvais temps. Ça n'a pas trop été le cas cette année. D'accord. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Voudrais-tu nous décrire en quelques mots, c'est quoi et c'est comment un ludobus? Ça, c'est important parce que ludobus, il y a encore malheureusement énormément de confusion avec les bibliobus qui tournent depuis beaucoup plus longtemps que les ludobus. Alors, les ludobus, ils sont pleins de jeux et de jouets qu'on ne peut pas emprunter pour la maison, mais qui sont sortis dans un parc, une place ou un préau, le temps d'une après-midi. Ça veut dire que tous ces jeux sont mis à disposition librement et gratuitement, et le soir, ils sont rangés dans le camion. Ce n'est pas des jeux qu'on emprunte pour aller chez soi. Et alors, tu l'as dit, c'est une des singularités, c'est également d'être nomade. Quels sont les lieux vers lesquels vous allez et pourquoi ces lieux-là plutôt que d'autres? Alors, la première chose qu'il faut absolument dire, c'est que c'est des lieux ville de Genève, puisque c'est la ville de Genève qui subventionne ce projet. Les ludobus sont rattachés, affiliés à une des ludothèques de la ville, la ludothèque Prélude, pour être précis, et donc sont vraiment pilotés aussi par la ville de Genève. Et du coup, on reste sur le territoire ville de Genève. On va, une saison normale, on va dans plus de 30 lieux différents, en essayant d'avoir en général un bus sur la rive gauche, un bus sur la rive droite. C'est pas toujours le cas, les 2 bus sont parfois sur la même rive, et nous restons 4 jours par endroit. D'accord. Et alors, est-ce gratuit et est-ce accessible à toutes et à tous? Alors, c'est vraiment très très accessible, c'est tout à fait gratuit, et l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse venir, même sur la pointe des pieds au début, même sans vouloir s'annoncer. Il n'y a aucune inscription, si ce n'est, et on y reviendra, cette année Covid, on va l'appeler comme ça. Absolument. Mais sinon, les gens ont une telle liberté d'aller et venir, et je crois que ça plaît énormément. Donc on peut venir, rester quelques instants, repartir, venir jouer ou contempler. Enfin, c'est vraiment libre à chacun de faire un petit peu comme il veut. À propos de contempler, je pense que vraiment j'invite les gens même qui auraient plus d'enfants, plus de petits-enfants, qui auraient une après-midi à se poser dans un parc. Je pense que c'est vraiment un spectacle à regarder depuis un banc. Et il y a une émulation, il y a une ambiance, il y a une atmosphère que je pense que vraiment, en spectateur, ça a tout son sens aussi. D'accord. Et alors, ces informations, est-ce qu'on les retrouve sur Internet pour les personnes qui ont envie de fouiller un petit peu plus loin?
Si on tape Ludobus Genève, on arrive sur un site là qui vient d'être mis à jour pour cette année, et c'est normal puisque la prestation vient de commencer. Donc, par exemple, pour la prestation de l'hiver prochain, elle sera aussi annoncée dans le courant de l'automne. Donc là, on trouve le programme et les dates. Une année normale, puisque on peut parler cette année d'une année spéciale, mais une année normale, tous les enfants des écoles de Genève-Ville reçoivent un petit flyer avec les informations. Alors, tu l'as dit, cette année est tout à fait particulière. Venons-en. Focus sur cette année. Coronavirus oblige. Tout a changé. Le ludobus a-t-il été en danger? Et maintenant, eh bien, tout de même, c'est parti. Il a évidemment été en danger puisque on peut dire que le ludobus, comme on l'a fait les années précédentes, est absolument incompatible avec ces problèmes de coronavirus. Ça veut dire c'est beaucoup de monde ensemble, c'est des jeux qui se passent, c'est des gens dont on ne connaît pas les coordonnées, etc., etc. Donc, il a fallu vraiment faire un remaniement et attendre surtout que le pic de l'épidémie soit passé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas démarré fin avril comme d'habitude. C'était juste pas possible à cette période. Avec les réouvertures progressives de différentes choses et les consignes du Conseil fédéral, on est arrivé maintenant à une formule où les gens qui veulent utiliser les jeux doivent laisser leurs coordonnées, nom, numéro de téléphone et adresse mail. Et il y a du désinfectant pour les mains. Tout le monde doit se désinfecter les mains. Et la troisième mesure, quand on est au jeu de table, c'est-à-dire que la distance d'1,50 m n'est pas respectée, on doit porter un masque. D'accord. L'équipe porte un masque dès qu'elle s'approche des gens, etc. D'accord, donc ça, ce sont les modalités anti-coronavirus, on va dire. Le masque pour les enfants de plus de 12 ans, le gel hydroalcoolique qui est à disposition sur place également. Oui, oui. Les masques, les personnes doivent s'en doter en venant ou en avez-vous? Non, on en aura pour des situations exceptionnelles. Oui. Mais non, je crois que maintenant qu'il y a aussi les transports publics où il faut en avoir, je crois que ça devient de la responsabilité des gens d'avoir leur masque. Voilà, mais en tout cas, on le rappelle. On invite les personnes qui vont venir au ludobus. Et on a mis des panneaux absolument partout avec ces règles. Là, on vient de commencer, on a déjà fait 3 jours. Les gens comprennent absolument cette mesure de traçage. On plaisante en disant que c'est comme dans les boîtes de nuit, le ludobus, voilà, on doit aussi tracer. Je crois que les gens sont trop reconnaissants qu'il y ait quand même cette activité. Il faut savoir que c'est quand même un été qui va être très particulier pour de nombreuses familles. Avec des plans totalement modifiés, et que c'est vraiment bienvenu que les activités enfants, les activités famille puissent continuer. Oui, absolument. Alors, une autre des singularités pour cette année spéciale, c'est qu'il n'y a qu'un seul bus à la place des 2 habituels, c'est-à-dire qu'il fallait peut-être renforcer une équipe, et voudrais-tu nous dire quelques mots de l'équipe? Le fait qu'il n'y ait qu'un bus, c'est vraiment lié au fait que tout a dû être remanié, modifié selon les prescriptions du Conseil fédéral et que du coup on est arrivé vraiment à la limite de l'été avec un manque de temps pour réorganiser vraiment une année du type de l'année dernière. D'où une seule équipe qui est un petit peu renforcée et que j'ai personnellement engagée et dont je suis, après 3 jours, très très contente. Ah bah, très bien. Voudrais-tu nous donner, pour le moment, les prochaines dates et lieux, ainsi que les horaires où l'on peut rejoindre le ludobus? Voilà, alors, donc, le plan de base, c'est qu'on est présent sur les lieux du lundi au jeudi de 15h30 à 19h. Ça, c'est la base. Et puis, cette année, on est en ce moment au Parc des Cropettes. On y passe la semaine prochaine encore. Et puis après, on va aller 2 semaines aux Acacias, du 20 au 30 juillet, Parc des Acacias. Du 3 au 13 août, préau de l'école Geisendorf, le préau central. Et après, on fait 1 semaine au Bastion du 17 au 20 août, Parc des Bastions. Et on reviendra au Bastion du 31 août au 3 septembre.
Et on va finir la saison à la place de la navigation, donc du 7 septembre au 24 septembre. On sera à la place de la navigation, qui est un lieu absolument exceptionnel pour le ludobus. En plein cœur des Paquis. Plein cœur des Paquis. Ouais, on voit donc que ça dépasse largement la seule période d'été. Par curiosité, j'aurais voulu que tu nous dises quelques mots de que se passe-t-il lorsque le ludobus n'est pas opérationnel, n'est pas en tout cas en action sur le terrain. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Disons, ces deux ludobus nécessitent évidemment un entretien assez soigneux de leur matériel. Ça veut dire qu'il y a des moments de nettoyage, de remise en état des jeux. Ces jeux sont tellement utilisés qu'il faut les réparer, les nettoyer, les inventorier, en racheter, etc. Et puis que l'hiver prochain aura sûrement un nouveau lieu, ces sorties du mercredi, qui seront aussi un peu à organiser, à planifier. D'accord. Et tout ceci, eh bien, on le rappelle, on le trouvera de toute manière mis à jour, toutes ces informations-là, sur le site que tu as indiqué tout à l'heure. Voilà, si on tape Ludobus Genève, on va arriver sur les dates. Très bien. Séverine, on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurais voulu savoir, alors, quelques anecdotes. Aurais-tu quelque chose comme ça qui t'est dans les saisons, au cours des saisons du ludobus, et également, eh bien, puisque là vous avez déjà recommencé, quel est ton état d'esprit au devant de cette période compliquée? Cette période compliquée, je dirais qu'heureusement là, après 3 jours, on sent pas cette complication. Les gens sont contents, les gens viennent se poser, il y a une espèce de calme et de plaisir de retrouver des choses à faire avec sa famille, avec ses amis, se retrouver, etc. Ça, c'est déjà palpable là, assez vite. Il y a 2 choses que j'aimerais raconter. La première, c'est que en tant que travailleur, collaborateur du ludobus, j'ai entendu une fois une collègue dire « c'est incroyable, je repars moins fatiguée que quand je suis arrivée ». Alors qu'il y a du matériel à porter, des caisses à porter, des tables installées, on est dehors, il fait chaud, on bouge beaucoup. Mais c'est vrai que je crois que faire plaisir à une population, c'est très très gratifiant et c'est porteur, même si le travail en lui-même est fatigant. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut venir voir pour y croire, quoi. Il y a une dynamique, il y a un état d'esprit, il y a une ambiance qui fait qu'effectivement, quand on repart, on a vraiment l'impression d'avoir passé des très très beaux moments avec les personnes qui étaient là. Et puis cette deuxième fonction du ludobus, que je trouve vraiment tellement importante et qui se vérifie tout le temps, c'est l'envie des enfants de pouvoir retrouver des jeux de quand ils étaient plus petits. Donc une grande liberté de jouer avec n'importe quel jeu, où on ne leur dit pas mais t'es trop grand pour ça, ou t'es je sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et puis, c'est très à la mode, mais les problèmes de genre, on a au ludobus aussi cette grande liberté entre garçons et filles, et vraiment, on voit des scènes magnifiques de jeux ensemble, de jeux dégenrés, on va dire. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et la troisième chose, c'est qu'on a des enfants aussi qui ont parfois l'âge de pouvoir rentrer chez eux, seuls, etc. Et ils restent au ludobus, ce qui tendrait à prouver que, en bonne compagnie et avec une certaine ambiance, les enfants peuvent quitter leurs écrans. Je crois que ça, c'est très important. C'est déjà la pas compagnie. mal. Oui, Jouer en compagnie peut être plus fort que de retrouver son écran. Je te remercie beaucoup, Séverine. On arrive donc au terme de cet entretien. On va juste redire aux personnes, on va les inviter à venir découvrir les vertus que tu viens de citer, mais les autres vertus également nombreuses qu'ont les ludobus et les jeux en général. Alors, ces prochaines semaines, ce sera dès lundi, toujours au Parc des Cropettes, encore pour 4 jours. Et après, dès le 20, on sera au Parc des Acacias. Très bien. Merci beaucoup, Séverine Pochelon. Tu es responsable des ludobus Ville de Genève. Bon courage pour la suite des opérations. Bon été et bonne suite. Merci. Merci à toi, William. Ciao, ciao. Ciao. Give it to you.
away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Rock clip to the front, I'm keeping it up. What I got, you gotta give it to your mama. What I got, you gotta give it to your mama. What I got, you got to give it to your doctor. You do a little dancing and you think a little wonder. What I got, you gotta get it, put it in you. What I got, you gotta get it, put it in you. What I got, you gotta get it, put it in you. Dealing with the feeling, don't stop, continue. I realize I don't wanna be a miser. Confined with sky and be the wiser. Young blood, get the leaven up, rise up. I'm from everybody, wanna keep it like a Kaiser. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. 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 C'était une magnifique interview en tout cas. Ouais, Séverine est absolument adorable. Je sais pas si vous la connaissez ou si vous avez eu l'occasion de la rencontrer déjà. C'est une personne qui a par ailleurs été responsable de ludothèques sédentaires, notamment 1, 2, 3 planètes au Charmy. D'accord. Et qui est, ouais, elle est fantastique, quoi. Et puis de toute manière, les équipes, moi j'ai pu fréquenter, j'ai travaillé au Ludobus. C'est des équipes fantastiques à chaque fois. Et voilà. Juste peut-être pour préciser, donc effectivement, parce que l'interview a été faite la semaine passée, donc là, Cropette c'est terminé en fait. Ça s'est terminé vendredi. Donc dès mardi, ce sera à 15h30 donc aux Acacias pour jusqu'à la fin du mois. Et puis ensuite, ce sera de retour Geisendorf. Et puis septembre, on l'a dit, après les Bastions, ce sera la navigation. Ah, c'est super. Ouais, donc je sais que les enfants du quartier, enfin des Paquis, apprécient énormément. Sur la place de la navigation, c'est toujours, c'est vraiment super, quoi. On utilise l'espace, il y a plein de jeux, les parents jouent avec les enfants, c'est vraiment top, quoi. Ouais. Et puis alors il y a un truc qui est marrant aussi, c'est que bon, là on est dans une période compliquée, mais moi je me souviens quand j'y avais travaillé, c'est que des enfants suivent même la tournée du Ludobus. Il y en a certains qu'on retrouve quand c'est des quartiers qui sont typiquement voisins entre, genre Cropette, Grotte et puis Paquis. Eh ben les enfants ils suivent vraiment le Ludobus. Et puis bon, moi j'ai des souvenirs d'acclamation au moment où le bus arrive dans le parc. Et puis les enfants qui se groupent en grappe pour nous aider à sortir les matériels, c'est une belle, franchement, c'est une belle aventure. Les Ludobus, c'est un truc vraiment fantastique, quoi, je trouve. Génial. Et Caro, c'était vraiment super, hein. Merci pour toute cette culture. Moi, j'adore, quoi. Vraiment, c'est top. Ouais, moi, j'ai trouvé en tout cas l'émission très, très équilibrée parce que du coup, il y avait un moment extrêmement didactique, pédagogique, hein, Caro, tu t'as vraiment, puis moi, j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant la manière dont tu posais la voix. Avec des petites respirations, parce que comme c'est dense, c'est vrai que c'est parce qu'on a envie d'y entrer et puis de comprendre et de réfléchir à tes propos, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait également dans la forme. Et puis les contes fantastiques, quoi, de nouveau. Marine, j'ai une question, c'est très perso, mais qu'est-ce que ça signifie le mot gadjo? Au féminin, c'est gadja? Gadjo, gadji. Un gadjo et gadji, ça désigne en fait les noms tziganes. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est un fantastique conte en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine? Est-ce que dimanche prochain, nous continuons avec ces émissions d'été un peu écourtées, mais émissions quand même? Qu'est-ce que vous en dites? Mais oui, moi je serais d'avis de présenter des artistes un peu de chez nous aussi, ce serait sympa. Oui, surtout qu'on a été pas mal sollicités, notamment Eni, on peut leur dire, hein, Eni de la maison de quartier des Paquets, notamment pour la salle de la Traverse. Voilà, alors en ce moment effectivement ils sont, et ça me permet de dire qu'on va en tout cas dès la semaine prochaine proposer les podcasts de la radio des enfants que l'on est allé faire
au centre aéré organisé par la maison de quartier des Paquis, qui se trouve, le centre aéré est à Colebossy. Et Eni, au mois d'août, il sera. Donc effectivement, du côté des artistes, en tout cas de celles et ceux qui viendront également à la radio et avec lesquels on a déjà travaillé partiellement, qui sont programmés à la Traverse, enfin en tout cas actuellement à la salle du Môle, puisque la Traverse est en travaux, eh bien actuellement il y en a pas parce que Eni est justement sur les centres aérés. Mais quoi qu'il en soit, comme tu dis, Marine, moi je pense qu'il faut absolument qu'on fasse la promotion et les interviews des artistes locaux, régionaux, quoi. Ouais, super. Ouais. Et puis alors la semaine prochaine, en tout cas de notre côté, comme nous nous étions rendus faire un atelier complet, un atelier radio avec 11 enfants, on aura des podcasts qu'on va pouvoir faire écouter à la suite. On commencera dès dimanche prochain avec celui qui présente le projet et qui interviewe en fait Sarah Stegmuller, qui est une des organisatrices, qui donc travaille à la maison de quartier des Paquis, et une des organisatrices, des pierres vraiment centrales du centre aéré. Donc on commencera avec ça, puis ensuite on fera les différents groupes d'enfants qui sont venus à Troyes s'exprimer sur la vie en général. Et parmi les choses assez drôles, c'est que ils ont choisi eux-mêmes leur thème, et on s'aperçoit que un des thèmes dont ils ne voulaient pas, en tout cas qui n'a pas surgi, c'est celui justement de la pandémie, de la maladie. Oui, il y en a marre maintenant. C'est ça. Écoute, le truc marrant, Caro, tu te souviens, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voulaient parler de nature et de bouffe. L'école. Ah oui, il y avait aussi l'école. Mais franchement, quand on voit là, parce que c'est disponible déjà, j'ai mis tous les liens, j'ai fait la page et les thèmes, tout en haut de la liste, je l'ai encore avec moi. Ouais, ça commence par nature. Et puis la bouffe, ils ont tout de suite dit oui, la cantine, tout ça. Enfin, c'était très drôle, c'est des enfants de 9 à 12 ans qui sont intervenus par groupe de 3 et un groupe de 2. Et c'est effectivement très amusant de les entendre se livrer. Ça doit être chou, ça doit vraiment être sympa. Ouais. Ça veut dire que dimanche prochain, même heure en gros, ou est-ce qu'on fait autrement? Ouais, c'est bien. Hein. Alors c'est bien. Ouais, vous préférez un peu plus tard, peut-être le dimanche, les gens sont encore dehors. Moi, c'est égal. Franchement, c'est comme vous préférez, sachant que peut-être moi le lundi matin, je suis pas occupé, donc ça va. Mais je sais pas, Marine, toi, tu me semble que le lundi matin, t'es debout aux aurores. Non, quand même pas, mais non, on peut dire 20h ou 21h, comme vous voulez. Alors, moi, vraiment, c'est totalement égal. Caro, qu'est-ce que tu penses? Non, on peut garder la même heure. Mais moi aussi, je suis complètement flexible. Alors, on garde 20h. Allez, on dit a priori de 20h à 21h. Si vraiment on change, de toute façon, on l'annoncera, mais ce sera 20h. Ok. Et puis donc, en tout cas, on fera nos 3 rubriques, les contes. Oui. Et puis la Chine. Et puis donc de mon côté, moi je ferai la radio des enfants alors. Très bien. On peut annoncer ça. Est-ce qu'on veut annoncer d'autres choses concernant dimanche prochain? Est-ce qu'on veut déjà donner des pistes ou pas? Surprise. Surprise. C'est très bien, on y va comme ça. Merci, alors ouais, super. On dit que c'est totale surprise, que concernant la radio des enfants, là j'ai déjà spoilé un peu le truc, mais ça va être, il y a tous les propos des enfants qui vont être à découvrir. Donc voilà. Et puis on va bien entendu continuer à parler de ce projet dont tu parlais, Marine, concernant les artistes locaux. Oui, moi j'aimerais beaucoup interviewer des artistes des Paquis, de Genève, de la Suisse. Et c'est vrai que même des artistes dans la vie quotidienne, c'est-à-dire il y a aussi des médecins, des masseurs, des vignerons, plein de gens qui sont aussi des artistes et puis qui méritent d'être connus, qui ont plein de bonnes choses à nous apporter dans notre quotidien et ce serait vraiment sympa d'interviewer peut-être chaque semaine une personne de chez nous comme ça. Alors l'appel est lancé, donc si les personnes qui nous écoutent souhaitent être interviewées par Marine, prenez contact et ça nous permet de finir l'émission en rappelant les contacts de Radio Paquis. Donc il y a le canal YouTube Radio Paquis, il y a les réseaux sociaux Facebook, Info Paquis et également Radio Paquis sur Facebook, et puis le mail infopaqui@gmail.com. Info, ça s'écrit avec un S. J'ai tout dit. Voilà, venez nous faire découvrir vos talents pour les partager et pour qu'on soit en communication. Et puis c'est vrai que ça peut faire de la publicité aussi. Et puis c'est une fenêtre aussi. Absolument. Est-ce qu'on s'arrête là pour ce soir? Avons-nous tout dit pour ce soir? Oui.
Ok, Caro, t'es d'accord aussi? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse en musique. Nous, si vous êtes d'accord, si vous avez encore un petit peu de patience, on se retrouve juste après cette chanson, mais entre nous, pour débriefer cette émission. Mais ça vous va comme ça? Ouais, volontiers. Ok, alors on se dit, pour les personnes qui nous écoutent, à la semaine prochaine, même heure, même lieu, de 20h à 21h, sur Radio Paqui. Ciao tout le monde, ciao. Salut les amis, à bientôt. À bientôt.